Si vous êtes déjà allé à l'école, au moins au collège, vous avez forcément déjà entendu parler du sonnet. Le sonnet, c'est donc une forme poétique extrêmement codifiée et très répandue dans la poésie française. Et aujourd'hui, je vous propose en toute simplicité de vous expliquer en gros quelles en sont les règles et quel est leur intérêt. On regarde ça tout de suite, générique. Que le prodigieux spectacle continue et que tu peux y apporter ta rime. Le sonnet est à l'origine une forme poétique, stricte, figée, qui nous vient d'Italie et qui a été importée en France comme tout un tas d'autres choses au moment de la Renaissance, à la fin du XVe et au XVIe siècle, entre autres par Clément Marot. Ce sont surtout les poètes de la Pléiade qui vont populariser cette forme poétique puisqu'ils vont en écrire énormément. Les Ronsard, les Du Bellay, etc. La forme du sonnet va perdurer jusqu'à nos jours et beaucoup des poètes les plus grands de notre histoire vont utiliser cette forme et parfois même en abuser. Le sonnet va donc acquérir le statut de forme poétique la plus parfaite, la plus accomplie, la plus noble. Et c'est ça qui est intéressant avec le sonnet, c'est que du coup, cette forme poétique va se codifier de plus en plus au fil du temps et va finir par devenir véritablement un nid de règles complexes. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de vous expliquer quelles sont ces règles et ensuite de voir quel est leur intérêt. Et l'ensemble de ces règles, je vais les classer dans l'ordre de la plus importante à la plus anecdotique. La première règle et la plus importante est la suivante. Il faut que dans un sonnet, il y ait 2 quatrains, c'est-à-dire 2 strophes de 4 vers, suivies de 2 tercets, c'est-à-dire 2 strophes de 3 vers. Dans les plus vieux sonnets, ceux du XVe et du XVIe siècle, on trouve parfois les 2 tercets qui sont réunis en une seule strophe de 6 vers qu'on appelle un sixain. Ça, c'est le plus important. La deuxième règle la plus importante, c'est la présence d'une chute. La chute, c'est quoi? La chute, c'est comme la chute d'une blague. C'est lorsqu'à la fin du poème, sur le dernier vers ou les 2 derniers vers, on a une surprise, une révélation ou tout simplement une punchline qui marque bien pour qu'on termine en apothéose. Il y a tout un tas de chutes de sonnets qui sont hyper connues. Peut-être que la plus connue, c'est la chute du Dormeur du Val d'Arthur Rimbaud, qui est une révélation insane. Si vous ne connaissez pas ce poème, allez le lire tout de suite et vous allez tout de suite comprendre pourquoi je dis ça. La chute, c'est donc extrêmement important puisque c'est la dernière impression laissée au lecteur. Et dans un sonnet, c'est-à-dire un poème de 14 vers, c'est-à-dire assez court, eh bien la chute est du coup excessivement importante. On prépare le lecteur jusqu'à ce point d'orgue, ce moment le plus stylé du texte, qui doit apparaître à la fin. La troisième règle qu'on retrouve le plus souvent dans les sonnets, c'est la présence de la volta. Et pourtant, souvent, les professeurs de français oublient d'en parler. Alors je vous fais un petit point sur la volta maintenant. C'est un mot qui vient donc de l'italien et ça n'a rien à voir avec le mode de FIFA. On est bien d'accord là-dessus. La volta, c'est quoi? C'est un changement de thème ou un changement de point de vue entre les quatrains et les tercets. Je vous prends un exemple comme ça, on a par exemple dans le sonnet « Je n'ai plus que les os » de Ronsard, qui a été publié dans Dernier Vers à titre posthume. Dans les 2 quatrains, Ronsard parle de son état physique au moment de son agonie et de sa maladie, donc il parle de lui, il se décrit. Et dans les 2 tercets, il va décrire les conséquences de sa maladie et de sa mort sur son entourage. Donc il parle toujours de lui, de sa fin, des derniers jours de sa vie, mais dans les 2 quatrains, il parle de cette maladie et de cette mort pour lui. Volta, dans les tercets, il parle de l'impact et des conséquences de sa mort sur son entourage. Quatrième règle essentielle dans le sonnet, c'est la présence de l'alexandrin. Puisque le sonnet est la forme poétique considérée comme la plus noble, alors il fallait choisir le vers considéré comme le plus noble, c'est-à-dire l'alexandrin. Et l'alexandrin, c'est quoi? C'est un vers de 12 syllabes. Autre règle très importante dans le sonnet, la répartition des rimes et l'organisation des rimes dans le sonnet. On retrouve très souvent le schéma suivant. A, B, B, A dans le premier quatrain, A, B, B, A dans le deuxième quatrain, c'est-à-dire avec les 2 mêmes rimes à nouveau embrassées, puis ensuite dans les tercets, C, C, D, E, E, D. Donc en gros on a rime embrassée dans le premier quatrain, les mêmes rimes embrassées toujours dans le deuxième quatrain, une rime plate ou suivie, et derrière 2 dernières rimes embrassées, mais de nouvelles rimes. Il y a un autre schéma alternatif qui existe, ABBA, ABBA, ça bouge pas, CC, ça bouge pas, mais à la fin, des rimes croisées, DE, DE.
Dernière règle, mais c'est une règle qui n'est pas du tout spécifique au sonnet et qu'on retrouve dans la plupart des poèmes et même des pièces de théâtre écrites en vers, c'est ce qu'on appelle l'alternance des rimes masculines et féminines. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, une rime féminine, c'est tout simplement un vers qui se termine par un « e » qu'on ne prononce pas. Et toutes les autres rimes, qui ne se terminent donc pas par un « e », sont considérées comme des rimes masculines. Eh bien, normalement, dans la poésie classique et dans le sonnet, on alterne les rimes masculines et féminines. Si la rime A est masculine, la B est féminine, etc., etc., jusqu'au bout du sonnet. Alors tout ça c'est bien gentil, mais à quoi ça sert d'avoir autant de règles pour la conception juste de 14 petits vers ? C'est quoi l'intérêt ? Eh bien l'intérêt, il est double. Le premier intérêt, c'est que plus il y a de règles au moment d'écrire un poème, plus c'est difficile et donc plus ça force le poète à aller imaginer des choses, imaginer des images, imaginer des rimes, et ça montre sa virtuosité avec les mots. Le poète, c'est avant tout un artisan des mots, c'est quelqu'un qui travaille les mots, et donc ça lui permet de montrer toute l'étendue de son talent. Deuxième intérêt, c'est que les poètes ne sont pas obligés de suivre toutes les règles du sonnet, et ils peuvent se permettre, à partir du moment où ils les maîtrisent, de ne pas toutes les respecter pour créer du sens. Je vous donne 2 exemples qui vont vous parler tout de suite. Premier exemple, c'est chez Arthur Rimbaud, avec le poème « Rêver pour l'hiver ». Vous le voyez instantanément, il respecte certaines règles, on a les quatrains, les tercets, etc. Mais vous voyez tout de suite qu'il ne respecte pas les alexandrins à chaque vers. Il alterne en réalité les alexandrins et des hexasyllabes, qui sont des vers de 6 syllabes, donc qui sont 2 fois plus courts. Et en plus de ça, on remarque que dans les quatrains, les rimes ne sont pas embrassées comme on pourrait s'y attendre, mais qu'elles sont croisées. Quel intérêt ça a ? Eh bien dans ce poème, Rimbaud nous parle d'un voyage en train, et bizarrement, on voit les vers qui font exactement comme la petite barre qui actionne les roues d'une locomotive d'un train à vapeur, qui sont les trains qui existaient à l'époque d'Arthur Rimbaud. C'est une interprétation perso, mais que j'ai pu retrouver aussi plus tard en fouillant parce que mes élèves me croyaient pas, j'ai vu que d'autres avaient fait la même interprétation en ligne. Donc a priori, c'est possible. En tout cas, c'est pas du tout un contresens, bien au contraire. Puisque justement dans ce poème, Rimbaud parle d'un besoin de s'échapper du monde réel, un besoin de voyage, un besoin de dépassement, et du coup le mouvement du train qui est décrit dans ce poème, eh bien ici il est visuellement marqué avec cette alternance de vers plus courts et de vers plus longs. Deuxième exemple que je trouve très marquant, c'est le poème Un crapaud de Tristan Corbière. Et ici, Tristan Corbière, qu'est-ce qu'il fait ? En fait, il a inversé le sonnet, c'est-à-dire qu'il commence par les tercets et qu'il finit par les quatrains. Et en fait, on se rend compte qu'il a inversé tout un tas de règles normales du sonnet. Pourquoi il fait ça ? Eh bien parce qu'ici, il veut détruire l'image construite notamment par Victor Hugo et les romantiques au début de son siècle. Le poète voyant, prophète, qui porte la lumière au monde, etc. Lui, il veut détruire cette image-là et réaliser un poème qui retourne ces valeurs-là, qui inverse ces valeurs-là, un poème anti-lyrique au possible, et du coup, eh bien, pour montrer ça, il a pris la forme la plus noble et la plus lyrique de la poésie française, et il l'a retournée pour appuyer son message. Voilà, c'était juste un tout petit point sur le sonnet qui me semblait malgré tout intéressant. Si vous avez d'autres sujets comme ça que vous voulez que je précise ou que je résume ou que j'explique en vidéo, n'hésitez pas à me balancer ça dans les commentaires, à me proposer ça. Moi, c'est avec un grand plaisir que je fais ce genre de format. J'avais déjà fait une vidéo sur la tragédie classique, par exemple. Je peux en faire sur tout un tas de sujets, donc n'hésitez pas à me poser des questions et à me demander, c'est toujours un grand plaisir de vous lire, de vous répondre, et puis de répondre à vos attentes si vous en avez. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu si vous voulez rien rater du contenu de ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.